Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique que j'ai le plaisir et l'honneur d'animer aujourd'hui en compagnie de M. Lordino, M. Fred Lordino. M. Lordino, bonsoir. Bonsoir, Roland Larouché. Vous allez bien? Très bien, j'ai eu le chikungunya, ça va mieux. Ça va mieux? Oui. Vous n'avez aucune séquelle, pas de douleur articulaire? Si, les douleurs persistent, mais il faut combattre, il faut être debout, et c'est ce que je fais, prendre des vitamines, et puis ZPIA pour nous prendre une médrasier. Très bien. Est-ce que vous êtes allé voir un médecin quand même? Si, parce que j'ai eu quelques migraines, j'ai même eu de ce médecin droit à une prescription sur des analyses, parce qu'effectivement j'ai été très fortement atteint. Et donc vous faites les deux? Vous allez chez le médecin occidental et vous faites le médrasier en même temps? Oui, parce que je suis exactement dans la stratégie régionale, qui est celle de développer la biodiversité. Et tout à l'heure, j'espère qu'on aura l'occasion de travailler de parler du pôle agroalimentaire de la région Martinique, qui fait quelque chose d'assez exceptionnel sur les médicaments en Martinique et que les Martiniquais devraient savoir. Un petit peu avant cette interview, nous avons échangé, je vous connais. Vous êtes un homme très jovial, et là on le voit bien, vous avez un visage sympathique, etc. Et pourtant, à la dernière plénière du Conseil régional, l'opposition vous a accusé de faire que dans la commission que vous présidez au Conseil régional, c'est l'occasion pour moi de vous présenter, vous présidez la commission des affaires financières et du budget, commission importante. Donc l'opposition qui siège dans cette commission vous accuse d'être très dur, de mettre une ambiance sévère, même une ambiance un peu désagréable dans cette commission. Dans la commission que j'ai l'honneur de présider, il y a donc des membres de la majorité, Ensemble pour une Martinique Nouvelle, et je profite pour les saluer, tous mes collègues qui assistent et qui traitent les dossiers avec moi, et puis des membres de l'opposition. Ils sont combien? Ils sont 3. Mais il y en a, c'est surtout le chef de l'opposition Daniel Marie-Sainte. Oui, pour ne pas le citer, et qui, de mon point de vue, pourrit l'atmosphère de cette commission en étant violent dans ses propos et surtout en ne respectant pas le temps de parole de chacun comme il le fait à l'occasion des plénières. Et cela est assez désagréable pour le traitement serein des dossiers, pour le respect des cadres. Moi, j'ai entendu un certain nombre de propos qu'il a tenus d'ailleurs en public concernant certains cadres, des propos extrêmement désobligeants et désagréables. Et de mon point de vue, ce n'est pas acceptable. Ensuite, il y a le fait que sur tous les sujets, mais systématiquement, il y a une contestation stérile et pas de proposition. Ce qui fait qu'aujourd'hui, président de la commission, j'ai donc décidé que cette commission se déroulerait dans un bon état d'esprit, mais dans l'ordre. D'ailleurs, il y a un autre membre de l'opposition qui y participe, c'est le collègue Miguel Laventure, qui préside la commission fiscalité octroi de mer, à laquelle je participe avec d'autres collègues, mais l'opposition du MIM a refusé de participer à cette commission, et il se trouve que là, la commission se déroule dans un très bon état d'esprit. Donc, effectivement, lorsque je préside une commission des finances au Conseil régional, cela se passe dans l'ordre et on ne vient pas pour plaisanter. Vous êtes trois membres de l'opposition et vous êtes combien de la majorité dans cette 4 commission? membres de la majorité et 3 membres pour les 2 oppositions. Les 2 oppositions. Les 2 oppositions, c'est la droite, donc la droite c'est qui? C'est Miguel Laventure, et puis c'est les collègues Duville et Marie-Sainte pour les indépendantistes. D'accord. Le budget de la région du Conseil régional, c'est combien d'argent? C'est environ 400 millions d'euros, avec une forte part pour l'investissement, puisque vous le savez, c'est le cap qui a été décidé par le président du Conseil régional, le député Letchimi. Il faut relancer la machine économique par l'investissement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis particulièrement fier, puisque s'il y a aujourd'hui de telles agressions à l'égard du président, à l'égard des panneaux d'information mis en place
par le Conseil régional, une telle violence verbale dans les propos tenus par l'opposition, cela signifie que nous travaillons et que nous avançons. Ou pas qu'à voyer roche des pieds mangots qui pas capoter. Et aujourd'hui, le Conseil régional, dans son budget, dans son action économique, remet la Martinique en marche, en mouvement, parce que le pays était debout en 2010, il était freiné à l'ivier. 400 millions d'euros, le budget en investissement, c'est combien? C'est la moitié. Nous oscillons chaque année entre 190 et 210 millions d'investissements par an. Hein, n'oubliez pas que dans le budget d'une collectivité, il y a les investissements que vous faites vous-même, en direct, hein, sur les grands chantiers, la rénovation des bâtiments, sur la politique en faveur des entreprises, la relance de l'activité touristique, la biodiversité. Mais il y a surtout les subventions que vous donnez aux tiers, les subventions d'investissement. Et depuis 2010, il y a là un changement de braquet. C'est le financement des différents chantiers que vous voyez dans plusieurs communes de Martinique, notamment sur les chantiers de rénovation des églises. Là, il y a eu un nombre considérable d'églises qui ont été rénovées depuis 2010 et ceci contribue à la relance de la machine économique et au développement de l'activité et donc de l'emploi. Est-ce que le discours que vous tenez n'est pas dangereux quelque part, puisque vous venez d'accréditer l'idée que c'est la région qui va développer, qui va faire que la Martinique va décoller? Or, comment on peut faire ça avec 200 millions, qui au regard des enjeux est une somme très très basse, si vous voulez? Comment pouvez-vous faire ça? Le discours, c'est celui d'un autonomiste qui prône la responsabilité. Vous le savez bien, nous sommes en train de préparer la future collectivité territoriale de Martinique pour décembre 2015. Et nous aurons donc les deux budgets, le budget du Conseil régional, qui sera mis à côté du budget du Conseil général pour environ 1,5 milliard d'euros. Et il nous appartiendra, avec les nouvelles compétences qui nous seront attribuées, parce qu'en 2010, on nous avait dit que ce n'était pas possible. Mais vous savez que depuis cette année 2014, nous devenons aujourd'hui gestionnaires, autorité de gestion des fonds européens, que nous avons une compétence en matière de formation professionnelle et d'orientation, mais que le gouvernement s'apprête là, d'ici la fin de l'année, à doter les régions de nouvelles compétences en matière économique et notamment de l'accompagnement pour les chômeurs. Cela signifie que lorsque vous aurez ce budget de la collectivité territoriale de Martinique, plus l'ensemble des programmes opérationnels des fonds européens, ça représente environ 600 millions d'euros sur 7 ans. Lorsque vous allez mobiliser aussi l'ensemble des fonds qui seront disponibles, qui seront mis à la disposition des régions et des collectivités pour le développement économique, vous aurez une véritable puissance de frappe. Maintenant, comme autonomiste, il nous faut assumer. Moi, je veux assumer la gestion des affaires martiniquaises. Les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises sont les Martiniquais eux-mêmes, disait feu le docteur Pierre Aliquer. C'est amusant parce que vous n'avez pas parlé d'emprunt. Or, c'est évident que l'emprunt est important pour le développement. L'emprunt est une variable d'ajustement. Il y a une grande polémique qui est développée sur le niveau d'emprunt, donc d'endettement de notre collectivité. Tout de suite, il faut arrêter ce discours qui vise à faire peur. Parce qu'il y a deux types de dettes, la mauvaise dette et la bonne dette. Depuis 2010, nous contractons la bonne dette pour environ 180 millions d'euros. C'est les chantiers que vous voyez. La dette qui est contractée pour construire le transport collectif en site propre, le TCSP, 400 millions d'euros. Un chantier fondamental pour les 15, pour les 20 prochaines années. Aujourd'hui, il faut s'endetter pour le faire. La rénovation des lycées, aujourd'hui, il n'y avait que 2 lycées aux normes en 2010. Il faut s'endetter. L'installation du personnel régional, nous venons d'installer près de 300 agents à la Pointe de Jaham, en rénovant tous les bâtiments, en faisant que le personnel que je profite ici pour saluer, personnel, vous savez, à majorité féminin, où lorsque vous regardez le parking le soir de la région, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de voitures. Les gens s'investissent. Et je veux saluer ces pères et ces mères de famille qui croient à l'avenir de leur pays. Donc, sur la dette, 180 millions d'euros d'emprunt
que nous pouvons rembourser. La capacité dynamique de désendettement du Conseil régional est de 4 années lorsque le seuil critique est de 8 ans. Eh bien, je vais vous dire, M. Laouché, nous avons encore de la marge. Parce que si vous voulez créer de l'activité, faire que demain matin, vous ayez des retours sur investissement, il faut faire aujourd'hui de l'emprunt. C'est une variable d'ajustement, ce qui va vous permettre donc de créer de l'activité et d'obtenir des ressources supplémentaires en matière fiscale. Vous avez dit que c'est une variable d'ajustement. Tout à fait. C'est une variable d'ajustement entre les dotations de l'État, puisque nous recevons chaque année des dotations qui sont en train de diminuer. Vous l'avez entendu comme moi-même, 3,3 milliards 700 millions en moins pour les collectivités territoriales sur le budget 2015, ce qui va représenter 11 milliards en moins pour les collectivités territoriales de France sur 3 ans. Donc vous avez les dotations de l'État, plus les dotations européennes, et puis vous avez les recettes fiscales propres, qui sont des recettes conjoncturelles, c'est-à-dire l'octroi de mer qui est lié à l'activité économique du pays, la taxe sur les carburants qui est liée à la consommation d'essence et de gazoil, et puis un certain nombre de taxes additionnelles, comme la taxe sur le rhum, les taxes de séjour. Mais pour équilibrer votre budget, vous devez faire des emprunts, puisque c'est une recette d'investissement. La France aujourd'hui, qui a 2037 milliards de dettes, continue à emprunter parce que, on pourra en parler si vous voulez, la France s'est lancée dans un programme ambitieux d'investissement, notamment à travers les grandes métropoles. Il y a 15 grandes métropoles qui ont été votées l'année dernière, et notamment ce projet extraordinaire qui est celui de la métropole de Paris. Vous savez, ils veulent construire un nouveau métro, le Grand Paris, 200 km de métro, 69 gares, près de 6 pôles de compétitivité, relier tous les aéroports parisiens. C'est-à-dire que la France aujourd'hui, qui a réclamé, vous le savez, un plan de 300 milliards d'investissements à l'Union européenne, est en train de s'adapter à l'économie mondiale pour faire qu'elle soit plus compétitive. Eh bien, ce que nous disons, c'est tout simplement, c'est que nous aussi, nous devons faire les efforts pour améliorer la compétitivité des entreprises martiniquaises. Et ça, c'est un enjeu fondamental pour l'avenir, d'où le travail que nous faisons. Vous avez certainement eu l'occasion, Roland Laouché, de voir ce document, la Martinique 2030, sortir de la dépendance, une stratégie que nous proposons pour les 15 années à venir, qui va nous permettre de faire de la Martinique île durable, territoire à énergie positive pour une croissance verte. Voilà le projet. Plutôt que de discutailler sans arrêt sur des détails, de pinailler, de faire des polémiques, d'aller casser les panneaux de la région, ayons un débat de fond, projet contre projet. Et je constate, hélas, qu'il n'y a qu'un seul projet aujourd'hui sur lequel on peut discuter, c'est celui qui est proposé par la majorité régionale et le président Letchimy. C'est une variable d'ajustement à l'emprunt importante, puisque c'est près de la moitié de votre budget, 180 millions d'euros. Non, c'est pas ça, c'est la totalité, la masse totale des emprunts réalisés depuis 2010. Au budget primitif 2014, nous avons inscrit 64 millions d'euros d'emprunts que nous avons mobilisés. Mais aujourd'hui, votre dette, si j'ai bien compris, est de 180 millions d'euros. Tout à fait. C'est la moitié d'un budget annuel. Votre budget est de 400 millions, donc 180 millions, c'est à peu près la moitié. Oui, sauf que l'endettement porte sur une période de 4 ans, donc il faudrait multiplier, il faudrait prendre 4 ans. Je veux dire qu'aujourd'hui, vous devez cet argent. Oui, sur 25 ans environ. Voilà, c'est ce que je vais vous demander. Sur combien de temps? Oui, c'est la durée résiduelle des emprunts. C'est des emprunts qui oscillent entre 15, 20, 25 ans. Lorsque vous faites des emprunts pour faire une infrastructure, vous vous endettez pour 20 ans. Les emprunts que nous faisons, 100 millions d'euros pour le transport en commun en site propre. J'insiste parce que ce projet, il est emblématique, il est déterminant. Un pays aujourd'hui doit avoir une politique claire en matière de déplacement et de mobilité. L'ultime mec qui a sorti en votre moment, il peut mesurer 1,90 m, il a mesuré 50 cm, 40. Donc nous allons commencer par un bout. Nous allons commencer par 23 km de voies dans la plus grande métropole du pays, dans le centre. Parce qu'il faut connecter à la fois le port, l'aéroport, les zones, l'ensemble des zones qui sont dans la conurbation. Et il faut aujourd'hui améliorer l'attractivité économique du pays. Donc, lorsque vous investissez 400 millions d'euros,
c'est une aberration de le faire sur les fonds propres. Moi, j'ai entendu cette chose extraordinaire d'un ancien président de la région qui vous disait que pour préparer la collectivité unique, il n'investissait pas. C'est-à-dire que pour préparer l'avenir, pour faire qu'aujourd'hui les entreprises aient accès au très haut débit, ainsi que les particuliers, puisqu'aujourd'hui la France base son développement sur quoi? Sur le numérique, sur l'éducation. Le gouvernement, malgré la baisse des dotations, veut recruter 60 000 enseignants. Il a fait un plan université. Il veut renforcer aujourd'hui les pôles d'innovation. On nous dit, non, il ne faut pas investir, il ne faut pas emprunter. Mais c'est la perte, c'est la ruine. Donc aujourd'hui, si on veut à la fois faire qu'on ait des infrastructures de services qui soient compétitives, des réseaux qui soient performants, lorsque vous avez 35% de l'eau du robinet qui va dans les caniveaux, enfin, ça se voit le long des routes en Martinique, il faut faire un programme d'investissement pour résorber toutes ces fuites, faire qu'il y ait des canalisations qui soient opérationnelles pour qu'on utilise à 80%, 95% l'eau potable produite dans le pays, l'une des eaux les plus chères de France. Donc c'est là où il nous faut être compétitifs. Je peux vous donner une multitude d'exemples qui montrent bien que sans investissement, le pays est mort. En réalité, si je suis un chef d'entreprise et que j'investis, j'attends un retour sur investissement. Ce que je vais investir, je vais essayer de le rentabiliser. Tout à fait. Vous, ce n'est pas le cas, puisque vous investissez dans l'infrastructure. Donc ça ne rapporte pas d'argent, ça ne vous rapporte pas d'argent, le TCSP. En réalité, vous essayez de mettre en place des instruments pour l'économie du pays, pour les entreprises. Ce n'est pas vous-même qui allez récolter les fruits de... C'est-à-dire que si vous voulez améliorer la compétitivité, parce que c'est ça, des entreprises. Des entreprises, mais des entreprises à la fois publiques et privées, parce que de l'économie mixte. En France, bon, vous avez les entreprises privées, vous avez les entreprises publiques, et puis vous avez l'économie mixte, le mélange. Vous avez. Les SEM ne mangent pas tellement bien. Oui, mais hélas, pourquoi? Parce qu'elles sont sous-capitalisées. Ce que je vais vous faire comme démonstration, c'est que les infrastructures de services, lorsqu'elles sont performantes, attirent les capitaux étrangers. C'est-à-dire que lorsque vous avez organisé un pays où l'énergie est à bon marché, en tout cas, ne coûte pas plus cher qu'ailleurs. C'est le cas de la France, qu'un pays qui a de l'énergie nucléaire abondante, mais qui va augmenter. Là, l'énergie, le 1er novembre, le gouvernement va annoncer une augmentation des tarifs de l'électricité. Il faut pouvoir, si vous voulez développer l'industrie, si vous voulez baisser le prix du mètre cube de l'eau, faire que l'énergie soit plus compétitive. Or, qui peut faire les investissements à part l'État? Vous connaissez une entreprise privée qui peut investir dans une centrale nucléaire? Non. Aujourd'hui, c'est l'État qui mène un projet de développement pour qu'il y ait de l'énergie. En matière de formation, ce sont les entreprises, mais c'est aussi l'État qui met des universités performantes pour qu'il y ait des ingénieurs qui sortent des écoles pour créer de la richesse. Qui travailler dans l'entreprise. Oui, mais justement, mais l'un ne va pas sans l'autre, Roland Larouché. Ok, mais le tissu entrepreneurial, si je veux dire, est très important dans votre stratégie. Bien sûr. Si les entreprises ne suivent pas, voilà. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons totalement changé de stratégie à la région. Et ça, c'est l'une de nos grandes victoires sur cette mandature, c'est que cette collectivité n'était pas orientée vers les entreprises. Elle était orientée vers une multitude d'aides individuelles qui permettaient de clientéliser les gens, de les vassaliser. C'est pourquoi nous avons décidé de transférer l'aide sociale, une partie de l'aide sociale aux communes, au centre communal d'action sociale. Heureusement, aujourd'hui, les 34 communes de Martinique participent. Il y en avait une seule, mais depuis le changement salutaire, ça dépend comment on voit les choses, mais à Rivière-Pilote, aujourd'hui, toutes les communes participent donc à ce travail en partenariat avec le conseil régional. Donc, il y a donc cet abandon, entre guillemets, pour transférer à la collectivité de proximité une partie de l'aide sociale. Nous avons conservé, nous, les aides au logement, les aides à l'amélioration de l'habitat, mais nous avons surtout réorienté la collectivité vers les entreprises. D'où le fait que vous avez un nouvel hôtel qui va s'installer à la Tour Lumina. Le groupe Novotel, qui appartient au groupe Accor, qui avait laissé la Martinique, revient pour faire un hôtel
198 chambres, d'où le fait que vous aurez un investissement de 168 millions d'euros à côté de l'usine du Galion pour faire une usine de biomasse. Nous allons importer la matière première du Brésil et l'énergie sera compétitive, d'où aujourd'hui une multiplicité de projets à venir en matière d'installation d'entreprises en Martinique. Et ça, c'est une réussite pour nous. Donc, l'investissement que vous faites a pour fonction de permettre aux entreprises de mieux travailler, d'être plus performantes. C'est le seul intérêt de votre investissement. À part les aides qu'on peut donner aux gens. Mais l'investissement infrastructurel que vous faites, c'est en faveur des entreprises. Oui, mais c'est lorsque vous aidez les entreprises. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple simple. En matière de tourisme, sans le conseil régional, le groupe Fabre, aujourd'hui, n'aurait pas survécu. Ok, donc je sais bien là que je vous dis, donc vous pouvez mesurer l'investissement aujourd'hui, l'investissement fait par le conseil régional a pour but de pérenniser l'activité des entreprises et de sauvegarder les emplois. D'accord. Et contrairement, c'est exactement là où je voulais en venir avec vous. Donc vous pouvez mesurer de l'efficacité de votre politique en fonction de la façon dont se comportent et dont se portent les entreprises. Vous êtes d'accord avec ça? C'est un des éléments, oui. C'est un élément important. Oui, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça, mais c'est important. Aujourd'hui, la fiscalité qui pèse sur les entreprises, lorsque vous avez un pays qui a un problème de compétitivité, à cause du coût du travail au Lanlarouché. Vous le savez. Mais ça dépend de l'État. Alors, restons sur ce qui dépend de vous. Oui. Le coût du travail, ça ne dépend pas de vous, c'est clair. Bon. Alors, ce qui dépend de vous, vous pouvez juger de l'importance du succès de votre politique en fonction du succès de l'entreprise, quelque part, dans ce pays. Oui ou non? Oui. Bon. Alors, est-ce que l'entreprise se porte bien, premièrement? Est-ce que, selon vous, une entreprise qui se porte bien est une entreprise qui embauche? L'embauche est un critère déterminant. Parce que dans un pays où il y a 50 000 chômeurs, il faut créer de l'activité et faire que le maximum, et notamment les jeunes, aient accès à l'emploi. Maintenant, vous savez que nous sortons d'une grave crise en Europe, qui est toujours d'ailleurs en crise. Il y a une panne de croissance, vous le savez, en France et en Europe. Ce qui menace aujourd'hui les entreprises, c'est la déflation, c'est-à-dire la baisse du niveau des prix, donc la baisse des marges des entreprises. Vous savez aussi que l'environnement est en train de changer, l'environnement de la mondialisation. Aujourd'hui, la France, qui est un grand pays, 5e puissance industrielle dans le monde, perd des parts de marché. Donc, d'où tout l'effort qui est fait pour améliorer la compétitivité des entreprises. Une entreprise, pour qu'elle fonctionne bien, il faut qu'elle dégage de la plus-value, de la valeur. Parce que avant de pouvoir séparer, partager la plus-value, il faut la produire, cette plus-value. Avant de distribuer des dividendes, il faut d'abord produire les dividendes. Ça veut dire qu'il faut avoir des résultats d'exploitation qui soient positifs. Or, qu'est-ce que l'on constate en Martinique? C'est que les entreprises ont des difficultés structurelles. D'abord parce que beaucoup d'entreprises commencent avec peu de capitaux. Les capitaux propres de départ, on peut prendre l'exemple peut-être des stations de télévision au Lanlarouché. Regardez ce qui se passe chez les confrères d'ATV. Mais je regarde avec attention, parce qu'il faut absolument sauver l'entreprise. Mais cette entreprise a une difficulté sur ses capitaux propres. Et deuxièmement, elle a un deuxième problème, c'est ce qu'on appelle les faibles marges d'autosuffisance, d'autofinancement. Puisque vous courez sans arrêt après le résultat pour payer vos charges obligatoires. Donc, il faut un environnement fiscal, et c'est là où je veux en venir, un environnement fiscal qui permette aux entreprises de passer cette difficulté-là, ce moment où, d'abord, donc, il faut qu'il y ait un système bancaire qui soit plus impliqué dans la vie des entreprises, et il faut qu'il y ait un système fiscal qui soit plus stabilisé, qui ne change pas sans arrêt, et qui permette aux entreprises de dégager de la plus-value. Et vous, en tant que chef d'entreprise, vous ne pouvez pas ne pas être d'accord avec moi, ou l'en Rocher. Oui, je vous écoute, mais
Je me dis que lorsque vous faites un appel d'offres, parce que vous avez là dressé le tableau des difficultés des entreprises martiniquaises, et vous avez bien raison. Mais lorsque vous, conseil régional, vous faites un appel d'offres, vous demandez absolument que les entreprises soient à jour de leurs charges fiscales et sociales. Ce que faisant, vous éloignez les entreprises martiniquaises de ces appels d'offres, puisque très souvent, elles ne sont pas à jour. Et vous continuez ça depuis... Le président Letchimy a adressé il y a peu de temps un courrier à Mme Marisol Touraine, qui est chargée de ces questions dans le gouvernement de M. Manuel Valls, pour lui dire que le gouvernement doit travailler, que lui, député, président de la région, est prêt à collaborer avec le gouvernement concernant la dette sociale des entreprises martiniquaises, mais aussi des communes martiniquaises. Parce que vous le savez, il y a un certain nombre de collectivités publiques qui ne sont pas à jour de leurs cotisations sociales. Donc, la lettre est très récente. J'ai lu la réponse qui a été faite par Mme Touraine, qui ne prend pas d'engagement suffisamment précis de mon point de vue, mais aujourd'hui, nous sommes conscients de cette difficulté. Par contre, vous ne pouvez pas non plus pénaliser les entreprises qui sont à jour, qui ont payé. Sont vertueuses. Donc, il faut trouver un juste milieu et vous poser la question de l'industrie touristique. Roland Larouché. Nous avons mobilisé des millions d'euros d'aide pour les entreprises hôtelières. Mais que dit l'État? L'État a dit, comme ou pas à jour des charges fiscales et sociales, on ne peut pas recevoir l'argent de la région. Il nous appartient donc à nous, Martiniquais, élus socio-professionnels, de faire le même travail que l'on fait aujourd'hui pour la défense de l'octroi de mer, dans la fameuse commission dont je vous parlais tout à l'heure, où il y a un vrai consensus avec les industriels martiniquais pour défendre des mesures de protection de la production martiniquaise. Il faut donc qu'on se rassemble plutôt qu'on se divise. L'obsession que nous avons, en tout cas que j'ai, c'est de faire qu'il y ait le plus large rassemblement possible, à la fois des partis politiques, des élus, mais aussi des socioprofessionnels, pour entamer un dialogue serein avec le gouvernement, notamment sur cette question de la dette sociale et fiscale. Si je suis un chef d'entreprise, ma priorité n'est pas d'employer les gens. Ma priorité, c'est de gagner de l'argent dans mon entreprise. Et donc, je peux avoir une entreprise qui marche très bien en recrutant le moins de monde possible. J'investis dans le matériel, j'investis dans la modernité, etc. Donc, est-ce qu'il est pertinent d'avoir comme moyen de mesurer la santé d'une économie au niveau des entreprises, de mesurer ça avec le chômage, plus ou moins de chômage? On peut avoir du chômage et avoir quand même des entreprises qui fonctionnent bien, des secteurs qui fonctionnent bien. Oui, vous pouvez avoir des secteurs très performants, très lucratifs. L'économie du numérique aujourd'hui, vous voyez les profits colossaux qui sont réalisés par certaines entreprises d'Internet. C'est absolument effarant quand on regarde les profits. Avec peu d'employés. Maintenant, la question, Roland Larouché, c'est le lien social. Vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous vivez inquiet. Aujourd'hui, c'est la question du progrès matériel et du progrès spirituel. Lorsque vous avez un pays où les gens sont déclassés, lorsque vous avez des jeunes qui ne sont pas occupés, qui se sentent inutiles, eh bien, vous avez une rupture du lien social et vous avez de la violence. Donc, il faut trouver aujourd'hui le bon équilibre entre, je connais certains jeunes entrepreneurs installés en Martinique qui gagnent très très bien leur vie. Notamment, ce sont les jeunes entrepreneurs des entreprises numériques qui aujourd'hui vous disent qu'ils ont les moyens d'acheter leurs appartements, leurs voitures, de bien vivre, de voyager, et qu'ils essaient de développer l'entreprise à l'international, et qui vous disent, au fond, je n'ai pas tellement besoin d'employés, de faire du développement, parce qu'aujourd'hui, mes clients, ils sont en Australie, aux États-Unis, dans le monde entier. C'est de la mondialisation. Nous devons trouver le moyen de faire qu'il n'y ait pas des gens laissés au bord de la route, largués, des gens qui se sentent malades, et on le voit dans le pays, qui se tournent vers toutes sortes de fausses substances, vers le bonheur artificiel, qui se droguent, qui se shootent et qui finissent par s'entretuer. Donc, si on veut développer une économie solidaire, parce que c'est ça le mot, avec un minimum de solidarité, il faut trouver des activités qui puissent permettre aux gens d'exprimer leur talent et leur aptitude. Bon Dieu, chaque monde en bagaille. Pour moi, c'est ça mon cas. Chaque monde a une aptitude, un talent personnel. Peut-être que c'est chanter ou peut chanter. L'autre côté, où sont spécialistes de l'agriculture, ou c'est dans l'informatique,
ou c'est dans la réparation. Eh bien, comment faire que nous donnions à chacun sa chance? Donner à chacun sa chance. Qu'on ne pas quitter mon nom, prends fait qu'on s'abolaria. Pourquoi vous posez la question? C'est vous qui êtes au pouvoir, hein, vous devez avoir la réponse. Non, non, hélas. Et ce serait prétentieux de ma part de dire que les politiciens... Vous savez, c'est pas facile de faire de la politique. Les politiciens sont très décriés. Il y a... Vous préférez le mot politicien ou politique? Les politiques ou les politiciens? Oui, on dit politique, ça fait plus moderne. Hein. C'est, je dirais, plus dans le langage de maintenant. Les politiciens, ça fait plus péjoratif. Bon, mais on peut prendre toute une discussion sémantique sur la politique et le politique. Oh là là, mais ça, c'est débat. C'est pas ça tellement, moi, qu'à penser. C'est bon, l'étonne. C'est bon, l'étonne. Qui solution collective nous capoter? Et alors qu'il est, il faut admettre que l'État ne peut pas tout. Le public ne peut pas tout faire tout bail là. Il faut que nous ni en place pour l'initiative privée. Il faut que nous fassions que les gens arrivent à exprimer talent yo. Mais ça, c'est pas facile. Mais en même temps, nous regardons les politiciens, bah bon, ils défient ça, c'est même là, c'est beaucoup de pas fait. Mais c'est quand même politiciens qui ont venu, ouais, là, il y a un projet pour dire qui ça ou pas faire bon moi. Vous avez créé combien d'emplois? Pourquoi vous riez? Je pose une question, c'est vous riez, pourquoi vous riez? Très peu dans ma vie professionnelle. Non, pas vous, monsieur Lordine. Ah bon, très bien, oui. Le conseil régional, depuis 2010, a créé combien d'emplois? Pas vous. Combien d'emplois le conseil? C'est la grande polémique actuelle. Je ne sais pas s'il faut qu'on s'y éternise, très honnêtement. Le chiffre qu'on avance... Ça vous gêne? Non, c'est une attitude de... Lorsqu'on a décidé du projet, hein, en 2010, il y a eu un débat entre nous sur la question de savoir si on annonçait cette question des 5 000 emplois. Et j'y étais favorable. De la même manière que je peux vous le dire, je soutiens le gouvernement de M. Valls et le président de la République française qui ont posé la question de l'inversion de la courbe du chômage. Vous savez, il faut du courage pour le faire. Et c'est un acte courageux de la part du président Letchimy d'avoir posé la question de la création d'emplois dans un pays qui venait de perdre près de 12 000 emplois dans le secteur privé après ces années dites de désencaillage. Donc il fallait remettre la machine économique en marche, remettre le pays en mouvement. Et il fallait se fixer un objectif. Et bien sûr, les 5 000, on en a fait 4 000, 4 300, direct, indirect, généré, tout ce que vous voulez. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sorti du déclin. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui peuvent continuer à dire « Ah ouais, il y a Chile, la Martinique, c'est vers la Mimia dans tout », eh bien, le sentiment général des Martiniquaises et des Martiniquais, c'est que nous avons avancé. Peut-être pas assez vite, peut-être pas puis le rythme que nous avons souhaité, mais nous avons avancé. Et ça, c'est un bagage qui est encourageant. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces polémiques sur le nombre d'emplois créés, générés ou accompagnés. La question, c'est que nous avons inversé une spirale descendante, en tout cas à l'entour, qu'à présent, il y a un mouvement qui est enclenché et il faut amplifier le mouvement pour les 15 prochaines années. Parce que nous, progressistes, nous proposons un projet Martinique 2030, sortir de la dépendance, avec des objectifs clairs qui sont affichés et que, en tout cas, nous allons défendre dans les mois à venir pour convaincre les Martiniquais que nous sommes sur les bons rails. Que même si c'est difficile, c'est vrai, hélas, mais vous pensez que j'aurais préféré être élu dans un pays où le taux de chômage est de 5%. Il n'y a pas de... Sur ça, on peut le rêver, mais tout le monde sait que ce n'est pas possible. Que la compétition devient de plus en plus rude, que les entreprises ont de plus en plus de mal à survivre et qu'il nous faut, je le répète, améliorer la compétitivité globale du pays Martinique. Quel est votre sentiment sur le conflit du port actuellement? Écoutez, je suis assez désolé, je dois vous le dire. D'abord en tant que président de la commission des affaires financières, chaque fois que vous immatriculez un véhicule en Martinique, c'est des recettes fiscales pour la collectivité. Donc, quand la voiture, intérêt à ce qu'il y ait un maximum de voitures. Non. C'est ce que vous venez de dire. Non, non, non. Je dis qu'aujourd'hui, hélas, le système fait que nos recettes fiscales sont liées à l'économie du carbone.
mais vous le savez comme moi-même, si nous faisons un transport en collectif en site propre, c'est pour essayer justement de sortir de l'économie carbonée. 30% des gaz à effet de serre sont produits par le transport en Martinique, sur la totalité des gaz à effet de serre. 64% de la consommation finale d'énergie provient du transport. On va mourir si on continue comme ça. Donc il nous faut éviter et faire que l'usage de la voiture individuelle recule. Mais ça, il faut réadapter le système fiscal. C'est tout un projet. Nous avons des idées et des propositions à formuler en Martinique. Mais ce que je dis à mes compatriotes, ne faites pas comme les pilotes d'Air France, qui aujourd'hui veulent défendre leurs intérêts, mais ne voient pas qu'en changeant les règles, on pouvait créer 250 emplois pour des jeunes, y compris des Martiniquais, qui ont leur diplôme de pilote. Ce que je leur dis, c'est que les Chinois sont en train de construire le plus grand port de la Caraïbe, à Mariel, à Cuba. Les Chinois, il faut aller voir ça. Ils veulent inonder l'Europe et les Caraïbes avec les produits qui viennent d'Asie. Ce que je leur dis, c'est que j'y étais à Panama, vous m'avez même interviewé sur ça. Il y aura le 3e jeu d'écluse du canal de Panama qui va s'ouvrir. Il y a des ports qui vont mourir, M. Larouché. Il y a des ports de la Caraïbe qui n'ont plus d'activité. Eh bien moi, et je souhaite que le port de la Martinique survive. Nous allons investir 70 millions d'euros pour le moderniser. Et je salue toute l'équipe autour du président villageois, qui fait que les résultats de notre port s'améliorent. Donc je dis à chacun, faisons attention. On nous passe ces branches là, on est laquelle nous y a. On nous bien garder qui ça nous l'est. Comment y environnement y est. Parce que ni monde qui l'a cavé. Je suis allé à vous savez, une conférence internationale, la Caribbean Shipping Association. C'est là où on rencontre les principaux industriels du secteur maritime. Mais vous savez ce que m'a dit un des chefs, un responsable d'un port d'une île anglophone. Il dit, mais vous savez, ce n'est pas le port de la Pointe des Grives, c'est le port de la Pointe des Grèves. Mais continuez comme ça, parce que chaque les autres fait, les autres là, c'est bateaux, les autres camions, en plus de nous. C'est tout ça, mon gars, dit ces camarades-là. Vous êtes un homme politique, alors? Écoutez, j'espère ne pas être que cela, mais je suis investi dans la politique. Vous êtes cela. Oui, je suis. Est-ce que vous êtes un homme politique courageux? Est-ce que je me considère comme un individu courageux? Je considère... Non, comme un politique ou un politicien que vous voulez courageux. Oui. Oui. Alors pourquoi est-ce que vous ne sanctuarisez pas le port? C'est une démarche qui doit se faire dans le long terme, consensuel. Vous savez, c'est comme la réforme en France. Vous ne cassez pas tout, ce n'est pas vrai. Il faut prendre le temps, c'est ce qu'on a fait avec une structure mise en place par le Conseil régional qui permet aux acteurs de la communauté portuaire de se rassembler, d'échanger, de discuter, de voir ce qui se passe. Ça fait longtemps que ça se fait, ça, de rassembler, de discuter, de faire un tas de structures, même qui permettent le dialogue, et on voit le résultat. Nous ne sommes pas en dictature, même si un certain nombre de gens rêvent d'instaurer une dictature ici en Martinique. Vous savez de qui je veux parler. Et ces personnes, ils veulent que finalement, il y ait quelqu'un qui décide de tout, un despote éclairé. Moi, je considère que, bon, il faut qu'il y ait aussi un investissement supplémentaire des acteurs de la communauté portuaire, de la chambre de commerce. Pendant des années, ce port a été géré par la chambre de commerce. Donc, il faut privilégier le dialogue social, la formation. Je ne veux donner de leçons à qui que ce soit. C'est-à-dire que la discussion est commune, mais la décision est solitaire. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut finalement prendre une décision? Mais quelle est la décision? Je ne sais pas. Je ne sais plus dans quel pays où M. Reagan avait licencié tous les aiguilleurs du ciel qui avaient fait une grève et qui du jour au lendemain les avaient remplacés par d'autres personnes. Ceci n'est pas concevable ni acceptable. Est-ce que les intérêts catégoriels ou sectoriels peuvent primer sur l'intérêt général? Monsieur de Reyna, vous l'avez écouté ce matin. Nous enregistrons cette émission le 29 octobre. Donc ce matin, Monsieur de Reyna a parlé sur une radio. Oui. Et il avait envoyé un communiqué que la presse a eu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos? En disant que c'était inadmissible ce qui se passait sur le port. Je suis partisan d'une sanctuarisation du port et de l'aéroport. Il ne faut pas que notre port soit bloqué par des mouvements sociaux. Ça n'est pas admissible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Maintenant, il faut travailler
au dialogue social, il faut qu'il y ait une permanence dans la relation entre les acteurs, et notamment le président de Contact Entreprise, et puis le MEDEF, les organisations syndicales, ouvrières, patronales, pour qu'on arrive à un consensus. Aujourd'hui, aller vers l'affrontement, c'est mortel. Mais ce que je dis, c'est que chacun doit assumer ses responsabilités aussi. Mais pendant des années, chaque fois qu'il y avait une revendication, que faisaient aussi les gros importateurs du pays? C'est qu'ils accordaient l'augmentation. Donc vous avez créé aussi une situation, et vous ne pouvez pas rendre responsable aujourd'hui la majorité régionale. Et le pays a un passé, et quand on est arrivé, on a considéré, le président Letchimy a considéré qu'il fallait mettre en place des structures pour privilégier ce dialogue. Donc c'est quelque chose de progressif qui demande que chacun fasse un pas l'un vers l'autre. Ce n'est pas une autorité publique qui viendra dire, voilà, c'est comme si vous me disiez qu'en France, il fallait abandonner les grandes négociations de branche sous la gestion paritaire de la sécurité sociale. Non, vous avez vu, le gouvernement dit, il fait un pacte de responsabilité, mais il dit, il appartient d'abord aux organisations syndicales et aux organisations patronales de définir une stratégie commune pour le bénéfice de tous. Mais vous savez, je vais encore le citer, le docteur P.A. Licker, il ne faut pas faire que l'intérêt général soit noyé dans les eaux glaciales des intérêts particuliers. Et les intérêts particuliers, ce n'est pas forcément les intérêts de ceux que l'on dit dominer le pays. Ce sont aussi des intérêts catégoriels, sectoriels. Vous êtes président de la commission des affaires financières au Conseil régional et du budget. J'ai d'autres questions à vous poser, mais on s'éloigne de ça précisément. Est-ce que vous avez sur ce thème-là quelque chose à dire, que vous souhaitez dire sur les finances de... Oui, je veux dire à mes compatriotes que les finances de la région sont bien gérées. Je veux leur dire qu'ils peuvent consulter les ratios officiels sur les sites publics du gouvernement français pour voir que la région Martinique est une région qui est bien notée, qui a la confiance de ses partenaires banquiers. D'ailleurs, je veux remercier ces partenaires banquiers qui sont du secteur privé traditionnel. Je veux remercier aussi aujourd'hui les dirigeants du Crédit Agricole, avec lesquels nous menons une négociation qui, j'espère, va aboutir sur la réduction des taux d'intérêt, sur une renégociation des emprunts. Je veux remercier aujourd'hui la direction de l'Agence française de développement, de la Caisse des dépôts, qui nous accompagne dans le développement du pays. Ce que je veux dire aux Martiniquais, c'est que nous avons peut-être fait une faute. Et je prends pour moi cela. Je n'ai pas réussi à convaincre les membres de notre équipe qu'il fallait qu'on mette à plat la situation que nous avons trouvée à notre arrivée au Conseil régional, Roland-Larouché. Ce que je traduis par la formule suivante, 55 moins 6 égale 49. 55 millions de factures impayées, de dettes qui étaient là. 6 millions d'excédents réels du compte administratif en 2009 au lieu des 38 millions annoncés. Ce qui fait que vous avez hérité de 49 millions d'euros de dettes. Ça, je prends pour moi, je ne l'ai pas fait assez comprendre aux Martiniquais. Et aujourd'hui, une partie de notre difficulté est liée au fait que nous avions sous-estimé la situation de départ. Si aujourd'hui nous devons courir là pour rattraper le retard, pour ne pas perdre 85 millions d'euros de subventions européennes pour le transport en commun en site propre, c'est parce qu'il y a eu avant nous des années d'atermoiement. Eh bien moi je peux vous dire, je suis fier que nous ayons signé ce partenariat public-privé avec l'entreprise Vinci. Parce que j'ai discuté avec des amis transporteurs. Vous avez vu ces jours-ci, on ne les entend pas, les transporteurs de matériaux. Parce qu'ils n'y travaillent. Camions à rouler, nous cachons les béton, nous cachons les matériaux. J'ai discuté aussi avec un certain nombre de jeunes qui ont été embauchés sur les chantiers. Eh bien, ils disent, ouais, même si c'est notre apprenti parle pour une des mois, c'est toujours autant. Eh bien, ça, je suis content. Parce que sans ce partenariat public-privé, nous n'ayons pas pu terminer les travaux. Je suis content aujourd'hui de l'accord passé avec l'État français pour la construction du pôle universitaire de santé. 20 millions d'euros. Ça fait plus de 10 ans que ça traîne sur un terrain en montant vers la Ménard, sur la main gauche, le terrain vague qui est là.
où il faut construire aujourd'hui cette nouvelle école de médecine, cette nouvelle école de soins infirmiers et installer dans des conditions décentes l'administration en matière de formation de santé. Oui, je suis content de ces investissements. Je suis content aussi qu'on fasse 1,6 million d'euros d'investissement pour désenclaver le Nord, la traversée du Robert entre la station Texaco et le carrefour de la maternité, parce que les gens du Nord l'attendent. Je suis content de ces travaux aussi à Joupa-Bouillon. Je suis content de l'amélioration du carrefour du Poteau. Je suis content qu'on ait acheté 7 hectares de terrain à Basse-Pointe pour que la nouvelle municipalité, présidée par mon amie Marie-Thérèse Casimirus et toute cette nouvelle équipe dynamique de Basse-Pointe puisse faire qu'il y ait un nouveau centre culturel et qu'on ouvre un grand chantier d'insertion autour de la biodiversité. Je suis content de voir que le président Chaumet fasse l'unanimité au parc naturel régional pour développer les plantes médicinales. Je suis content de voir qu'on accompagne les entreprises qui vont à Innovagro pour présenter de nouveaux produits. Je suis content de voir qu'on travaille sur 24 plantes médicinales, qu'on a déjà déposé 2 brevets et que demain matin, si on continue à déposer des brevets, eh bien, ce sera peut-être l'occasion de développer une filière sur le phytomédicament. Et je peux rester pendant toute l'émission jusqu'à demain matin à vous citer des projets qui peuvent rendre les Martiniquaises et les Martiniquais fiers d'être Martiniquais. D'accord, j'ai bien compris que vous êtes essentiellement un homme content. C'est bien ça, vous êtes un homme content. Oui. Écoutez, je ne suis pas fâché ou le moins. Mais non, on dit tellement content. Oui, parce qu'on m'a demandé est-ce que je suis content d'y être élu la région, est-ce que je suis content d'y satisfaire la région. Je dit que. Mais vous avez fait un partenariat avec Vinci alors? Oui, tout à fait. Il n'y a pas que les Martiniquais qui soient les meilleurs spécialistes de la Martinique. Non. Parce qu'on peut faire venir Vinci de temps en temps. Bien sûr, si vous voulez monter en centrale nucléaire, vous êtes obligé de passer par Areva et puis voilà. L'Angleterre a construit des centrales nucléaires. Vous savez, Biggie Monica a construit. Et puis France, D'accord. Donc je veux dire qu'on peut quand même travailler avec les étrangers. Parce que nous sommes des gens ouverts. Nous sommes des mondes, nous issus de la culture métisse. Nous sommes issus d'une ancienne mondialisation. Et donc, nous n'avons pas à rougir de ce que nous sommes. Nous sommes l'avenir de cette planète. Donc, nous devons reprendre confiance en nous-mêmes, avoir l'estime de nous-mêmes. Les gens qui parlent c'est gênant dans ces collèges-là. Moi, je dis, mais c'est le principal problème. Vous n'avez pas ni confiance en vous-même, vous n'avez pas ni en bonne estime, vous n'avez pas qu'à croire en propre valeur les autres. Donc, rôle moi, en tant qu'élu politique, c'est de dire, oui, nous n'y en valeur intrinsèque. Oui, nous n'y en potentiel. Oui, nous n'y en intelligence. Mais il faut nous faire force ensemble. Il faut nous sembler comme nous. Parce que temps raide, c'est un temps de mondialisation. Donc, si on ne nous pas mettre comme nous ensemble, nous qu'est-ce qu'on fait? Donc, je dis, en nous, faire ça nous pour nous faire, à nous sortir des polémiques que tu as critiquées, sans raison, sans arrêter. Il faut nous battre ce que Césaire a crié en indomptable espérance. Vous savez, mais Césaire tenait un mot, tu as dit souvent, résistance continue. Lutte opiniâtre, indomptable espérance. Mais oui, en progressiste, c'est un monde qui toujours t'a espéré. Est-ce que vous espérez que la banane va s'en sortir? Quel est votre sentiment sur la banane? La banane vit, hélas peut-être pour nous, ces dernières décennies. Pourquoi? Parce que le coût du transport va faire que notre banane sera de moins en moins compétitive. Et qu'elle pourra de moins en moins bénéficier des subventions européennes. C'est ce que j'ai dit à un de mes amis bananiers. Je lui ai dit, tu sais, ce qui menace le plus notre banane, la banane martiniquaise, c'est le tarissement des subventions européennes. D'où l'urgente nécessité de réorienter l'agriculture de notre pays. Vers quoi? Vers une diversification autour de la banane jaune, le fouille à pain, l'igname, la patate douce, le manioc, vous avez compris, c'est un programme qui est développé par l'équipe du pôle agroalimentaire région Martinique avec Mme Katia Rochefort, directrice, Mme Elisabeth Landy, présidente, et tous les autres élus, mon collègue Maurice et tous ceux qui font qu'aujourd'hui, on dépose des brevets. Faire que nous ayons une véritable industrie des fruits tropicaux, ce que l'entreprise Denel Royal a commencé, parce que vous savez, nous sommes les seuls producteurs de fruits tropicaux dans l'Europe. Donc nous, on dit dans là, sur la goyave, nous avons des bons résultats, mais nous pouvons continuer en l'aide d'autres fruits, et puis surtout,
ce champ immense qui est ouvert avec la biodiversité et les plantes médicinales. Nous avons aujourd'hui rassemblé 70 plantes qu'on a identifiées à fort potentiel. Le PARM travaille sur les 24 plantes qui ont le plus gros potentiel. Elles sont listées. Et bien, peut-être que demain matin, nous allons trouver dans l'esprit de la plante, ça c'est dans mon agado, dans l'esprit de plante-là, nous allons trouver les molécules qui permettront de combattre les virus émergents comme la dengue, le chikungunya, le Zika, Ebola, et puis tout ça qui a venu pas derrière. Mais peut-être que c'est en nature là même que nous n'y là à côté de nous. Résultat, que nous n'y là, médicaments, il a, nous ne passons là tous les jours. Nous connaissons les Bédouins dans le désert là. Quoi, aujourd'hui, ils ont fait la fête bio dans les années 50. Mais personne ne savent qu'en bas de Blat, il y a du pétrole à gogo qui fait qu'alors qu'il est le plus grand fonds d'investissement dans le monde, que le Qatar a acheté tout type de football, Paris Saint-Germain, tout le bagage Flarimir, c'est eux qui a Qu'est-ce que vous avez fait pour le poisson? Parce qu'on va être embêtés là, parce que les Vénézuéliens ne peuvent plus nous vendre leurs poissons. Ah ben nous allons pêcher plus. Ah bon, et qu'est-ce que vous avez mis en place pour ça? Aujourd'hui, excellente question. Là, il y a cette semaine même une réunion à la préfecture autour du plan chlordécone. Qu'est-ce que nous revendiquons? Et la collègue Patricia Tell pourrait mieux exposer ça que moi. Mais nous avons une profession vieillissante. Il faut accompagner le départ à la retraite aujourd'hui de ceux qui ne peuvent plus pêcher et qui pendant des années ont pêché, mais hélas, auront une très petite retraite. Il faut aider ces personnes, donc les accompagner pour la sortie d'activité. 2, il faut permettre à ceux qui le souhaitent, qui font l'appel, de se reconvertir dans d'autres activités. Si on allait quitter ça et les faire notre bagaille, il faut qu'on accompagne. Mais 3, il faut aujourd'hui faire que les 400 ou 500 professionnels qui veulent continuer l'activité de la pêche soient convenablement aidés. Et nous avons une grosse discussion avec l'Union européenne, puisque l'Europe a dit non, compte tenu des accords nous, notre pays doit financer la motorisation. L'Europe a dit non, il ne faut pas financer des moteurs, parce que nous ne pouvons pas faire ça encore, il y aura qu'à surexploiter la mer à mer. Ça n'est pas vrai. Nous avons surexploiter les côtes. Mais poissons là à gogo, et puis Chinois qui a passé la nuit pour prendre les nous, vous savez ça? Il y a vu depuis le gros chalutier pendant nous avons dormi, il y a pour tous ces bons poissons. Eh bien, peut-être qu'il faut nous mettre en vrai accompagnement, fait que les marins pêcheurs, au lieu de moteur essence, ils passent à des moteurs diesel qui sont plus performants, ça a existé technologiquement à présent, que ils ont restructuré parce qu'il y a un gros problème, on savait la COPEMA, ou comme ça, comme moi-même là, il y a près de 200 000 euros de déficit, il y a 8 points de vente, bon, les moments là commencé à défendre l'employeur, parce que, mais il faut que tu vois une manière pour restructurer la coopérative là, pour faire que ils puissent, parce que les produits de pêche à côté qu'ils ont achetés en Asie, sauf ça, c'est les grands chantiers navals, les hameçons performants. Bon, vous savez, le Japon, c'est pas là, ça y est. Donc, il faut nous y venir en coopérative qui est suffisamment outillée pour que ça, bas ces marins pêcheurs, des produits abordables, pour nous aller chercher le poisson qui a passé, et tous les jours, on les côtes martiniquaises. Parce que si nous sommes en gaz, tout le monde en sait qu'en bas en gaz là, les marins pêcheurs cadeau ça, ni bon poisson aussi en bas. Donc, pour développer à la fois une industrie de la pêche performante. Donc, pour aller faire les prises, il faut donc accompagner cette profession au niveau qu'il faut, la moderniser, mais il faut créer une vraie industrie aujourd'hui autour de la conservation, de la congélation ou de la surgélation. C'est la raison pour laquelle, et merci de me tendre la perche, M. Laouché, vous savez que l'un des plus gros projets aujourd'hui pour le Conseil régional, c'est de sortir de l'économie carbonée, c'est la diversification de notre approvisionnement énergétique, que nous allons aller vers le solaire, vers l'éolien, l'énergie thermique des mers, et que nous allons aller aussi vers la biomasse. C'est-à-dire que pour pouvoir créer cette industrie de la conservation, de la surgélation, et faire que nous pouvions transformer nos produits congelés, il faut qu'on ait une électricité à un prix abordable. On va virer toujours à les mêmes problèmes de base là. Donc, c'est tout un chantier que nous ouvrons
Et il s'agira de planifier les investissements nécessaires, et c'est notamment l'un des objectifs du partenariat que le Conseil régional noue actuellement avec l'État autour du plan chlordécone. La coopérative des pêcheurs a donc des difficultés, n'est-ce pas? Oui, oui. La SOCOPMA a des difficultés. Oui. Là, c'est les Martiniquais face à des Martiniquais. Nous sommes entre nous. Est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas si capables que ça de développer ce pays? Nous avons les capacités. Nous avons le personnel formé. Nous avons de très bons résultats en matière de formation agricole. Ça, les Martiniquais l'oublient, hein, mais en Martinique, nous formons de très bons techniciens à l'établissement public aujourd'hui de formation agricole, hein, les CFPPA, ainsi que le lycée de Kouariveil. Nous avons une grosse difficulté, c'est l'accès au foncier. Il y a 17 000 hectares de terre en friche dans le pays et beaucoup d'agriculteurs, de jeunes, n'ont pas accès au foncier. C'est pourquoi, en ce moment même... Pourquoi la banque de terre n'a pas marché? Ça fait une vingtaine d'années qu'on parle de ça. La banque de terre n'a pas marché parce qu'il ne suffit pas d'installer des gens et puis de les lâcher hein, sur des terres sur lesquelles il y a hélas parfois de la chlordécone. Nous avons fait, au cours des dernières années, le plan de relance d'urgence de l'agriculture, le PRUA, où nous avons aidé environ 300 agriculteurs installés sur des superficies de moins de 5 hectares, donc des petits. Oui. Et qui c'est Kamando? Est-ce que c'est sérieux d'avoir des trucs de 5 hectares? Autre chose. Est-ce que 5 hectares c'est suffisant pour faire quelque chose? Ça viable. Ça viable. Mais qui c'est Kamando, M. Laouché? Un mon cadeau, il faut que je finance la boue là. Il faut que je l'argent pour mon venir et puis en tracteur, pour payer mon ingénieur pour faire les labos là. Deuxièmement, mon cadeau, mon problème pour acheter ces plans. Soit je n'ai pas l'argent la banque, je ne peux pas, puisqu'il faut acheter plan, quel qu'il soit ça qu'on faire. Deuxièmement, mon cadeau, j'ai un problème pour l'engrais, les intrants, et j'ai un quatrième problème sur les amendements organiques. Donc, sans question, il faut aider, il faut que nous organiser comme nous. Bon, il y a une tradition aussi d'individualisme, hélas, en Martinique. Ou quand on dit à côté, certaines communes, ni trois tracteurs, il y a une gare l'autre là, dans l'exploitation, alors qu'il y a l'autre bout de cadeau, qu'il n'y a pas ni tracteur, l'autre côté. Donc, il faut nous arriver en forme de mutualisation, de coopération. Deuxièmement, il y a une question de la distribution, parce que produire, c'est une chose. Il n'y a que 5% des fruits locaux dans certains magasins de distribution, pour ne pas le citer, Leader Price par exemple. Bon. Ils disent, on est prêt à absorber plus de fruits et de légumes. Mais là encore, il faut qu'il y ait une organisation de producteurs et un système de distribution qui soit performant. Mais pourquoi on l'a pas? Pourquoi ne l'avons-nous pas? Je veux dire, c'est pas compliqué. Je ne sais pas si c'est compliqué, mais il faut bien se poser les questions de savoir pourquoi ça n'existe pas. Pourquoi la SOCOPMA s'est cassé la figure? Pourquoi la pêche se casse la figure aussi, la coopérative des pêcheurs? Il y a bien un problème, il y a bien une raison. Il y a le fait que créer un espace de mutualisation et de coopération, ce n'est pas évident. Il faut avoir l'état d'esprit qu'il faut. Et surtout aussi, il faut savoir gérer. Vous savez que beaucoup de structures, publiques ou privées, souffrent en matière de gestion parce qu'il faut avoir une planification. Il faut avoir un accompagnement financier, un accompagnement bancaire. Et comment vous pouvez faire de l'investissement si vous n'avez pas une banque qui vous suit au Roland Laouché? Vous prenez l'exemple de tous les secteurs aujourd'hui. Est-ce que les banques suivent aujourd'hui? Moi, je pense qu'il y a encore des marges de manœuvre pour les banques. Est-ce qu'elles suivent volontiers ces gens? Je pense que les banques deviennent de plus en plus frileuses. Ça, c'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, elles vous disent, on est très surveillés. Vous avez vu ce qui s'est passé en France, hein, les stress tests pour les banques françaises. Bon, on nous fait quoi, tout bail à rouler, etc. Bon, oui, bon, ok. Mais en matière de financement de l'économie, est-ce que vous accordez des crédits pour l'investissement? Est-ce qu'il n'est pas plus facile d'obtenir un crédit pour acheter une voiture que pour acheter aujourd'hui une machine? Est-ce que vous pouvez obtenir des cautionnements facilement? Est-ce que vous avez des lignes de crédit à quel taux? Donc, c'est un environnement financier et fiscal qu'il faut créer pour développer la production. Notamment aussi, il faut une protection
Et pourquoi pas des quotas à l'importation? Pourquoi pas? Donc, c'est parce qu'il faut donner une chance au démarrage. Lorsque la France a construit son secteur agroalimentaire après la guerre... Vous avez l'octroi de mer pour ça, non? Mais c'est peut-être pas suffisant. Peut-être pas suffisant. Il faut aussi d'autres types de mesures, notamment des mesures de défiscalisation et d'accompagnement. Notamment, pourquoi, par exemple, ne pas donner une exonération fiscale sur l'impôt foncier? Mais tiens, c'est la période où on reçoit les feuilles d'impôt. Et ça a beaucoup augmenté, vous avez observé? Dans certaines communes. Dans certaines communes. Qu'est-ce que je veux vous demander? Concernant le PAM, vous avez déposé des projets, des brevets récemment? Tout à fait. Notamment sur la conservation du poisson et sur un certain nombre de recettes locales autour des légumes et des fruits locaux. Et là, il faut trouver, vous savez, la mise en œuvre industrielle. Il faut distribuer, il faut fabriquer. Il faut de l'argent pour fabriquer, pour transformer. C'est le début d'une chaîne. Mais il y a là, je dirais, un grand potentiel. Nous avons là un grand potentiel qui peut être générateur parce que nous devons aller vers ce que j'appelle la reconquête des marges d'autosuffisance. C'est-à-dire faire que nous dépendions de moins en moins de l'extérieur, à la fois pour notre alimentation, nos médicaments et aussi pour l'énergie. D'accord. Vous êtes en train de renégocier votre dette avec les banques? Ou non? Oui, nous avons une négociation en cours avec l'un de nos partenaires financiers. Le Crédit L'autre, oui, entre autres, nous avons eu une négociation... vous avez des prêts à quel taux aujourd'hui? Parce qu'on vous reproche d'avoir emprunté à des taux trop importants. Décidément, vous revenez souvent sur cette question, ça a l'air de vous turlupiner, Monsieur Laouché. Ça me turlupine pas personnellement, mais c'est un reproche que vous avez fait. Nous avons, sur 180 millions d'euros, contracté une quinzaine de millions d'euros d'emprunt avec une banque de la place. J'y tiens parce que ce sont des Martiniquais qui y travaillent et qu'il n'est pas question pour moi de suivre les recommandations d'un certain nombre d'experts européens qui nous disent de ne pas travailler avec les banques de la place. Je l'ai dit très clairement au président Letchimy qui va prendre la décision. Nous devons travailler avec les banques de la place. Donc, nous sommes en train de renégocier deux taux exorbitants qui nous avaient été faits par le Crédit Agricole, notamment un emprunt qui avait un taux de 6,07%. Je peux dire, sans dévoiler la négociation qui est en cours, on discute actuellement avec le banquier, que les choses sont sur la bonne voie et je ne désespère pas qu'on signe un accord avec ce partenaire avant la fin de l'année. En tout cas, c'est ce que je vais proposer à Monsieur le Président. Je veux dire aussi que nous avons abouti à une excellente négociation avec l'Agence française de développement, puisque nous avons là encore obtenu des taux d'intérêt qui sont au-dessous de 1,3%. Et le crédit agricole vous fait plus de 6%. Et là, vous obtenez moins de... Il y avait un seul emprunt qui était fait, un des emprunts, parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Bon, vous savez, c'est des questions qui sont assez techniques qu'on ne peut pas aborder dans cette émission. Je vous le dis franchement, parce que nous avons fait un choix au départ, puisque vous avez entendu parler de tous les emprunts toxiques qu'il y a eu dans les collectivités. Oui, d'excès, oui. Il ne fallait pas faire n'importe quoi à notre arrivée. On était dit, ah ouais, mais mis à présent là, il allait faire des emprunts et puis il passait à rembourser, gassomme l'argent. Ceux-là même qui ne faisaient pas d'emprunt, viennent me dire aujourd'hui comment gérer l'emprunt. Je leur dis non. Sortez là, puis qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas fait investissement. Donc, mon café à présent, enfin, on dit moins, c'est pas mon café. Donc, on juge le café, nous prudents. Donc, nous avons décidé de ne pas faire d'emprunt avec des taux variables, de faire des emprunts à taux fixe pour sécuriser justement notre endettement et notamment le tableau d'amortissement des dettes. Bon. Maintenant, les taux ont évolué. Il y a eu, après la grande crise bancaire en 2008 en France, une évolution des taux à la baisse. Eh bien, nous commençons à négocier. Mais mon prévenu, en radio ou bien en télé, ne serait-ce que KMT, dit oui, moi, négocier, c'est tant de taux, ben là, pour qu'on finisse. Il faut qu'on finisse la négociation. Donc, il faut me respecter partenaire là. Même moi, je ne suis pas très content que lui-même allait raconter sur la place publique. Parce que, ni d'autres bagailles qui viennent derrière, moi, j'ai besoin banque là pour notamment cautionner un certain nombre de garanties que nous les bas des organismes martiniques. Il faut que nous gardions en manière globale aussi. Donc, moi, j'ai besoin aussi qu'ils financent en fonds de garantie court terme pour aider les coopératives. Et là, la région gagne maintenant en garantie. Donc, sans en discussion, gagnant-gagnant. Il faut passer une
qui nie tout bénéfice là, et puis l'autre là, ou croiser tête. Il nous reste 3 minutes. Est-ce que vous voulez conclure cette émission? Merci d'abord pour cet entretien qui m'a permis de préciser un certain nombre de choses. J'espère que ceux qui nous ont écoutés, ceux qui nous ont regardés, ont pu tirer profit de cette émission. Je veux leur dire que le Conseil régional est au travail, que l'ensemble des élus de cette majorité n'a qu'un seul objectif, faire que la Martinique se remette sur le chemin de la croissance, et notamment de la croissance verte. Et que dans les mois qui suivent, nous aurons l'occasion de les rencontrer, et je les invite déjà samedi 8 novembre à Basse-Pointe, où nous allons organiser avec tous les progressistes du Nord, les progressistes de gauche, du centre, de droite, les ateliers progressistes du Nord. Ce sera à Basse-Pointe, samedi matin, ce sera ouvert à tous. Vous pouvez venir débattre avec tous ceux qui veulent que la Martinique trouve le chemin du progrès social et de la compétitivité. Pas ce samedi, là, l'autre. Pas ce samedi, le 8. Le 8 novembre. Merci, monsieur Lordino. Merci. Chers amis du canal local, chers amis de Canal Martinique Télévision, nous avons conversé devant vous pendant environ 1 heure, un peu plus d'1 heure, avec Fred Lordino. Il est le président de la commission des affaires financières et du budget au Conseil régional de la Martinique. Il est originaire, vous le savez, du nord de ce pays. De quelle commune exactement? Sainte-Marie, plus précisément, origine familiale, Besaudin, ce quartier extraordinaire et exceptionnel de Martinique. Là, vous avez fait un tas de jaloux, là. Oui, mais c'est la réalité. C'est là qu'il y a trouvé premier ancêtre Lordino, qui était là d'ailleurs, Papa Sainte-Marie, qui était Besaudin, et qui fait qu'après, il partit vivre Pérou, et puis d'autres partis vivent dans d'autres quartiers, Pensuc, Font-Saint-Jacques, mais racine, non, c'est Milaïe. D'accord, la racine est là, et puis vous avez colonisé le reste. Il n'y a pas de colon dans la famille Lordino. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. Au revoir. Bye bye.